Un patriote dont l'engagement et le combat syndical et politique ont été au service de son pays et du peuple burkinabé. Des mots qui traduisent les hommages du chef de l'État Soumane Touré, pas emboîtés par le Premier ministre qui salue le mérite de l'homme. Tous ont effectué le déplacement du domicile. Images et commentaires en ouverture d'édition. Nous irons encore une fois à Puitenga, zoom sur la vitalité du secteur des transports, des milliers de personnes employées et des revenus substantiels générés. Mais quid de l'état du parc automobile? On en parle ce soir avec nos reporters en immersion, non sans évaluer l'impact du commerce sur l'éducation des enfants. Une semaine à Puitenga, c'est à suivre. Arrêt sur image sur Charles Kaboré, le capitaine des étalons devient le joueur le plus capé de la sélection. 100 matchs au compteur lors de la 5e journée des éliminatoires à la CAN 2021. Une première pour un joueur burkinabé. Portrait d'une détermination affichée dans la fenêtre sportive de cette édition. Voici déclinés les titres de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Les hommages à Soumane Touré, secrétaire général du PITJ, décédé ce 25 mars. Un patriote qui a œuvré pour son pays et le peuple burkinabé. C'est le sentiment du chef de l'État qui a effectué le déplacement du domicile du défunt en cette matinée du 27 mars. Le président du Faso qui a aussi relevé dans le livre de condoléances les qualités de l'homme politique et syndical. Condoléances pour le chef de l'État, condoléances également pour le Premier ministre qui a rendu visite à la famille. Sur ses pas, le médiateur du Faso qui rend également hommage à l'homme politique, urbain Benito Somé et Draman Guéné. Dans la douleur, la famille de Soumane Touré reçoit la compassion du Premier ministre. Dans le livre de condoléances, Christophe Dabiré parle d'un homme vertueux et d'un grand politicien que le Burkina a perdu. À ses côtés, le médiateur du Faso. Sarah Sérémé est venu pleurer un franc-parler, un ancien collègue à l'Assemblée nationale. Nous avons été ensuite députés à l'Assemblée nationale ensemble pendant 10 ans. Et j'ai connu un homme très engagé pour toutes ses convictions, qui se battait, même si parfois il était incompris. Tant qu'il y croyait, il se battait pour ses convictions. Et c'est cet homme que je suis venu honorer. Cet homme qui a osé parfois quand certains n'osait pas. Cet homme parfois qui a défendu des positions que certains n'osaient pas défendre, même si certains ne comprenaient pas. Le plus important, c'est que chaque fois qu'on pose des actes, on soit convaincu de ce que l'on pose et qu'on le pose pour l'intérêt du Burkina Faso, des populations du Burkina Faso. C'est ce qu'il a toujours fait. Voilà, dans l'humilité, parfois dans des propos compliqués pour certains, mais c'est un homme qui a marqué son temps. Après les hommages du soir rendus à l'homme politique, la famille entame une nuit de prière pour le repos de son âme. Des nouvelles à présent de la tournée entamée par le ministre de la Défense. Après le Oué, c'est la cité de Bangui que c'est dans la cité de Bangui, que Chérif Si pose ses valises. Là, il échange avec les différentes troupes de sécurité sur leurs préoccupations. Du camp Naziboni à la brigade de gendarmerie de Dédougou, il traduit les encouragements du chef de l'État aux hommes de terrain. Détail avec Naba Ida Dabiré et Karim Ouetraogo. Quelques démonstrations de techniques de sauvetage et de mise en sécurité et les décors ainsi plantés pour la visite du ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants dans la 2e région militaire du Burkina Faso. Après la brigade nationale des sapeurs-pompiers, la délégation met le cap sur la base aérienne. Là, des explications minutieuses sur cet aéronef sont faites au ministre d'État. Avant ces 2 étapes, Chérif Si et sa délégation étaient au camp Ouenzen Koulibaly de Bobo Dioulasso. Un camp où il a visité le centre de pliage des parachutes, l'infirmerie de la garnison, le champ de tir et le chantier de la nouvelle porte d'entrée du camp. Le message du chef suprême des armées, qui est celle de la reconnaissance pour les missions à eux confiées, qu'ils exécutent parfaitement dans les valeurs républicaines qui sont celles des forces armées nationales. Les encouragements de ce même chef suprême
des armées. Et enfin, la prise en compte par nous-mêmes des préoccupations qui nous ont été exposées. Avant de quitter Bobo Dioulasso, Chérif Sy s'est rendu au camp Kulima de gendarmerie. Et partout où il est passé, le ministre d'État s'est entretenu avec les différentes troupes. L'un dans l'autre, nous tirons satisfaction de ce contact et nous pensons que les hommes aussi, ayant entendu le message du chef suprême des armées que nous avons apporté, ayant pris en compte les doléances exprimées, je pense que c'est une très bonne visite. Après Bobo Dioulasso, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, poursuit sa tournée dans d'autres localités de la 2e région militaire du Burkina Faso. Vous l'avez sans doute remarqué, nous étions plutôt dans le Oué avec le ministre de la Défense. Nous reviendrons sur sa tournée à Dédougou dans nos prochaines éditions. Une bonne défense alliée à une stratégie sécuritaire adaptée serait le tandem parfait pour garantir la quiétude au Burkinabé. De ce fait, le ministre de la Sécurité veut d'une police forte, mieux structurée et apte à produire la sécurité en tout temps et en tout lieu. Première étape, se doter d'une nouvelle stratégie institutionnelle, organisationnelle et fonctionnelle assortie d'un plan d'instruments opérationnels et d'outils de pilotage. L'étude est lancée ce 26 mars à Ouagadougou en présence de Nongba Kouda et Nyarkiteda. Ils sont tous issus du département de la sécurité et venus des 4 coins du pays avec un objectif commun, doter le ministère de la Sécurité d'une stratégie nouvelle à même d'impulser une autre forme de gestion des questions sécuritaires au Burkina. L'étude lancée va dans ce sens et doit en principe livrer les résultats dans 8 mois. Il y a plusieurs branches dans la police, il y a plusieurs départements, tout évolue. Est-ce que nous ne sommes pas en retard par rapport à notre temps aujourd'hui? Qu'est-ce que nous devons faire pour rattraper ce retard? Cette étude va nous permettre de répondre à ces questions. Et il est urgent que nous ayons cette étude parce que nous vivons une période particulièrement difficile. D'où une police qui vit avec sa population, mais aussi et surtout une police qui assure avec honneur et rigueur la sécurité tout en tenant compte des droits humains. Le cabinet commis à la tâche privilégie la méthode participative. A priori, il y aura un travail préalable qui sera fait pour dégager en tout cas les principales forces du ministère de la Sécurité et dégager les principales faiblesses et aussi en tout cas approfondir la réflexion sur les opportunités et les menaces de l'institution là. C'est un travail participatif qui sera fait. L'étude va faire le diagnostic stratégique du ministère de la Sécurité pour le doter d'instruments de planification en phase avec les orientations de la politique de sécurité nationale en prenant en compte la gestion des ressources humaines. En tournée également, le ministre de la Santé, ce 26 mars, il a fait le tour des structures sanitaires de la ville de Bobo, le centre Muraz, le CHU Sourossanou, le site de l'hôpital de référence et le centre de prise en charge des malades du Covid ont été visités. Le constat avec Hassan Gourabou et Ismaël Saturnin Paris. Au centre Muraz de Bobo Dioulasso ce vendredi 26 mars, la directrice technique fait découvrir son institution au ministre de la Santé. L'accent est mis sur le service des essais vaccinaux et le dispositif du laboratoire mobile P3 qui permet de faire face aux attaques virales. Au CHU Sourossanou, c'est le même exercice. Le professeur Charlemagne Ouedraogo fait le tour des services pour s'enquérir des réalités. Nous avons pu mesurer les grandes capacités du centre Muraz, qui est doté d'un laboratoire mobile P3 capable d'organiser toute la surveillance contre les maladies infectieuses au Burkina Faso et aussi de conduire un certain nombre de recherches et d'essais vaccinaux. Les besoins qui ont été exprimés, nous avons pris l'engagement de les accompagner avec nos partenaires techniques et financiers. Nous avons ensuite poursuivi notre visite au niveau de l'hôpital
de Bobo Dioulasso, nous avons vu des infrastructures vétustes. Nous avons vu des équipements biomédicaux en souffrance. Et nous avons remarqué la présence des ressources humaines, chacun à son poste. Et nous tenons à saluer leur engagement malgré les conditions difficiles. Nous allons poursuivre les échanges durant notre séjour pour voir quelles sont les mesures transitoires que nous devons prendre pour continuer à offrir les soins. Après cette étape, cap est mis sur le site devant abriter l'hôpital de référence de Bobo Dioulasso. Là, le visiteur du jour rassure que tout est mis en œuvre pour que les travaux commencent bientôt. Les populations qui étaient là ont été dédommagées. Il n'y a pas donc de foyer de tension. La situation est calme et très propice au démarrage des travaux. Et l'ambassade de Chine nous a promis un démarrage très prochain. Et vous avez vu les plans. Le chef de projet est présent régulièrement. Et nous sommes disposés à accueillir l'équipe des constructeurs qui vont arriver très bientôt pour que sortent donc de cette terre des bâtiments qui feront la fierté de toute la population des Hauts-Bassins. Cette visite du ministre de la Santé à Bobo Dioulasso est également mise à profit pour s'imprégner des conclusions d'un atelier national d'évaluation des risques sanitaires au Burkina Faso. Aussi, le centre de prise en charge des malades atteints du coronavirus n'a pas été oublié par le ministre. Voilà, un générique qui vient un petit peu en retard. Une halte à Puitenga dans le centre-est. Vous le savez, nous y sommes depuis le début de cette semaine pour nos instants découvertes et valorisation des potentialités. Ce soir, on s'intéresse aux rêves suscités par l'activité commerciale. Même les plus petits n'y échappent pas, ce qui n'est pas sans conséquence sur le déroulement de leur cursus. Zoom sur l'impact du commerce sur l'éducation des enfants avec Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. Assiette de bananes sur la tête, Aïcha n'a même pas eu le temps de changer sa tenue d'école. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et ce soir, il n'y a pas classe. Pas le temps de réviser cependant, l'après-midi est consacré à aider sa maman dans son commerce. J'ai fait la classe de 5e. Comme il n'y a pas cours le soir, je suis venue pour aider ma mère pour vendre des bananes. Quand je vais comme ça, le lendemain, maman me donne l'argent pour aller à l'école. Dans les rues, au marché, il est courant de retrouver des élèves commerçants ici à Puitenga. Des élèves vendeurs ambulants ou même propriétaires de boutiques dès le bas âge, comme ce jeune de moins de 10 ans. Difficile pourtant de concilier études et commerce, nous confient certains qui ont tout simplement décidé d'abandonner l'école au profit du commerce. Les deux. En tout cas, en même temps, ça ne peut pas faire l'école, faire commerce là. Non, ça ne peut même pas. Il faut que tu choisis un. Ah, sincèrement, dis-moi, il est sorti 6e seulement. Et puis, après, dis-moi, il est sorti 6e. Mais dans mon commerce, sincèrement, ça m'aide beaucoup. Mais sincèrement, ce que je gagne, en tout cas, ça revient largement. Voilà, parce que dans la journée, si je me réveille comme ça, je viens au marché. Tu viens s'asseoir, dans la soirée, tu rentres, tu gagnes 5 000 comme bénéfice. Je dis, ça va. Et ici, quand il y a autre, c'est comme cela. Ici, là, c'est l'argent qui parle. Si tu vois un enfant de 4 ans, c'est l'argent. Il promet à aller décharger, c'est l'argent. Non, c'est l'argent. Donc, Puitenga, c'est comme ça. Ici, depuis CP1, que je peux dire. Voilà, depuis CP1, je suis ici. Bon, je viens ici, je pars au marché, mollo. Voilà, j'ai ouvert cette boutique même, que je faisais les bancs. Quand je faisais la seconde, que j'ai ouvert cette boutique-là. Voilà, mais bon, après avoir fini la première, bon, comme ici aussi ça marchait un peu, j'ai décidé d'abandonner juste pour continuer ici. Une situation cependant déplorée ici à la circonscription d'éducation de base, qui reste impuissante face au nombre croissant d'abandons de jour en jour. En 2018-2019, nous avons dénombré 287 abandons. Et en 2019-2020, 187. Et même pour les examens scolaires, on note un taux d'abandon élevé. Quand vous avez sur 1387 et à 30 abandons, vous voyez que c'est beaucoup. Et l'impact aussi se ressent dans le taux de promotion. Voilà, du CP1 au CM2, on voit qu'il y a beaucoup de déperditions. Voilà. Et il y a le plan, sur le plan de la discipline, c'est très difficile de cerner, de bien éduquer les enfants de Puitenga, compte tenu qu'ils fréquentent les marchés.
Voilà. Et les petites filles du CND qui fréquentent les marchés sont cooptées par les petits commerçants. Donc voilà le problème. Voilà. Au niveau externe, nous ressentons une mauvaise implication, une faible implication des parents au niveau des assemblées générales, au niveau des affaires même de l'école. Une faible implication des parents dans l'éducation qui se conjugue à une volonté de transmettre la fibre des affaires à leurs enfants. Samedi, week-end, dimanche samedi, c'est mon fils. Il est en classe de CE1. Donc, j'ai créé ce petit commerce pour lui. Ici à Poutenga, le commerce est une tradition. Nous sommes obligés de former nos enfants dans ce sens. En plus, avec le commerce, il est éveillé, il sait bien compter l'argent. Il peut vendre même 5 000 francs par jour. Qu'à cela ne tienne, Christophe Yamégo en appelle à la responsabilité de tous afin que le commerce ne se fasse pas au détriment de l'école. Poutenga, une ville qui tire également son dynamisme de la vitalité du secteur des transports, des milliers de personnes employées et des revenus générés. Sur le terrain, ce sont les taxi-brousse communément appelés DINA qui font la loi. Le secteur des transports vu par Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. Des cars de transport en mode va-et-vient. Des klaxons qui retentissent à chaque minute et qui annonce le départ pour une destination. Des passagers qui débarquent ou qui embarquent, aidés ici par des intermédiaires dans une animation toute particulière. Nous sommes à la gare routière de Poutenga. Abdul Karim Kagambega est chauffeur ici depuis 2010. Il raconte son quotidien. Chaque jour, je fais la navette entre Poutenga et Ouaga. Nous sommes nombreux ici à la gare routière. Certains vont à Fada, Kanchari, Kompienga, Boulsa et plusieurs autres destinations. Je gagne bien ma vie, seulement que les compagnies de transport font des arrêts et prennent des clients. Pourtant, c'est notre travail. Ici, le transport mixte se pratique avec ces taxi-brousses communément appelés DINA. À Poutenga, le dynamisme de la ville tient aussi à la vitalité du secteur de transport qui emploie des milliers de personnes et génère des revenus non moins importants. Ici, à la gare routière de Poutenga, près de 10 000 personnes sont dans le transport. Il y a également de nombreux intermédiaires, communément appelés coxers, qui gagnent bien leur vie. Mais le seul problème, c'est que nos véhicules sont très vieux. Tu peux commencer avec 2 ou 3 véhicules et par la suite, tu te retrouves avec un seul en bon état. Tu travailles, mais tu ne te développes pas. C'est ça le sérieux problème. À chaque carrefour, ces taxi-brousses sont rois et offrent aux passagers de multiples destinations à une seule condition. Nous sommes là depuis ce matin. On ne voit plus les chauffeurs. Ils sont toujours comme ça. Ils attendent de remplir les cars à moitié avant de bouger. Et pourtant, nous sommes pressés. Mon véhicule, par exemple, consomme par jour 30 000 francs CFA, un aller-retour Poutenga-Ouaga. Si tu vas prendre la route avec 1 ou 2 passagers qui paieront chacun 2 000 francs, tu ne vas pas t'en sortir. Donc on n'a pas le choix. Nous souhaitons même qu'on diminue le prix du carburant. Dans ce melting pot, la cohabitation entre routiers et forces de police est parfois difficile et souvent incompréhensible. Sur la route, nous souffrons trop avec la sécurité. Même si tu as règle, on te demande de payer. Par jour, tu peux laisser au moins 5 000 francs. Pourtant, nous déboursons de l'argent pour faire les documents du véhicule. Pendant le contrôle, il y en a qui ne regardent même pas ça. Il faut seulement payer.
Avec ses 140 000 habitants, Puitenga et sa gare routière se présentent aujourd'hui comme une plaque tournante des échanges intercommunautaires vers plusieurs destinations, à l'intérieur comme à l'extérieur du Burkina Faso. Autre point de l'actualité, des bourses d'études pour une quarantaine d'étudiants et d'élèves, une aide du Koweït qui devrait leur permettre de poursuivre sereinement leurs études dans plusieurs universités publiques du Burkina. La donatrice est l'ONG Direct Aid du Koweït. Elle est remise avec Kounsoun Koulibaly et Maxime Zongo. Présente au Burkina depuis plus de 3 décennies, l'ONG Direct Aid du Koweït accompagne l'État burkinabé dans plusieurs domaines, notamment le secteur de l'éducation et l'action humanitaire. C'est dans cette dynamique qu'elle a décidé d'appuyer un certain nombre d'étudiants et d'élèves dans leurs études. Pour nous, c'est la continuation de notre engagement et c'est d'avoir la chaîne complète de l'intervention, d'améliorer la qualité de l'enseignement, soit l'enseignement secondaire ou bien l'enseignement universitaire. C'est une grosse surprise de voir qu'ils ont décidé d'accorder des allocations, des bourses à une trentaine d'étudiants et une dizaine d'élèves. Et quand vous regardez, c'est des montants qui sont assez suffisants pour permettre à l'élève ou à l'étudiant de pouvoir se concentrer toute l'année durant, donc sur sa préoccupation principale qui est donc d'étudier. Issus des 4 universités du Burkina et de plusieurs écoles, les bénéficiaires ont été retenus en fonction de leur mérite. Ainsi, 30 étudiants ont reçu une bourse annuelle de 380 000 francs CFA et 10 élèves 160 000 francs CFA. Je compte à utiliser cet argent pour poursuivre mes études, pour pouvoir photocopier les modules qu'on donne à l'école, pour faire de l'essentiel qui pourrait m'aider à avancer dans mes études. L'ONG qui entend poursuivre sa coopération avec l'État burkinabé a annoncé à l'occasion de cette cérémonie son intention de réaliser bien d'autres projets au profit du monde rural. L'éducation, l'eau, l'assainissement seront les secteurs prioritaires. Et pour ces autres jeunes, l'heure est plutôt à la formation pour être des entrepreneurs financièrement responsables. Il s'agit du Global Money Week ou la Semaine mondiale de l'éducation financière. C'est une semaine au cours de laquelle le secrétariat permanent pour l'inclusion financière va sensibiliser et former plus de 2000 jeunes du secondaire et du supérieur sur la budgétisation et l'épargne. Cela se passe à Waiguya dans la région du Nord. Et ce, depuis le 22 mars, compte rendu avec Alidou Alain Sawadogo et Karim Bikenga. Des élèves du secondaire en cours de sciences économiques et de gestion. La budgétisation et l'épargne, le développement de la finance digitale et les produits financiers accessibles aux jeunes sont entre autres modules enseignés. Le secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière outille ainsi la jeunesse pour une future génération financièrement responsable et entreprenante. Cette formation m'a permis de connaître comment on peut s'organiser sur sa vie, que ce soit sur le plan économique, financier, dans tous les plans, ça m'a permis de bien m'organiser. Après les élèves du secondaire, place aux étudiants et élèves maîtres de la ville de Waiguya. Ici, plus de 120 jeunes sont formés à la budgétisation et à l'épargne. Une formation favorisée par la Semaine mondiale de l'éducation financière, Global Money Week. Au niveau des Nations Unies, on a observé qu'il y a une partie de la population qui est exclue du système financier. Donc la décision a été prise au niveau international donc, de travailler en sorte que chacun qui naît, grandit sur cette terre puisse avoir accès à un financement, voilà, qu'il puisse le gérer de façon productive. Global Money Week 2021 est organisée par le secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. Elle est financée par la coopération luxembourgeoise à travers l'UNCDF, UN Capital Development Fund. Quel est l'impact de l'exploitation minière au Burkina? L'Académie des sciences, des arts et des lettres du Burkina s'intéresse au sujet. C'est à la faveur de la première session ordinaire de l'année, une session qui va aussi se projeter sur les activités à mener en 2021. L'ouverture de la séance solennelle ce 25 mars
avec Kounsoun Koulibaly et Christine Koulibaly. L'année 2020 n'aura pas été de tout repos pour l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres. Une société savante qui, compte tenu de son rôle de conseiller, s'est aussitôt approprié la question du Covid-19 dès son apparition au Burkina. Sur des bases scientifiques, des recommandations étaient faites au chef de l'État, mais pas seulement. Nous avons également élaboré un document d'une analyse prospective sur les impacts de cette maladie au niveau du Burkina. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu dans notre programme, mais on a dû s'en saisir. Sinon, en termes d'activité pour 2020, nous avons préparé notre séance académique solennelle. La séance académique solennelle, c'est quoi? C'est par rapport à une préoccupation pour le pays. L'Académie peut faire une étude et soumettre ses résultats au chef de l'État. Et l'impact de l'exploitation minière au Burkina a interpellé l'Académie. Les études ont été faites. Il reste la restitution au chef de l'État par rapport à ce que nous allons faire comme recommandation. Une activité inscrite dans l'agenda 2021 de l'Académie. Agenda soumis à l'examen des académiciens qui devraient également jeter un regard sur le programme d'activité de 2020 à cette première session ordinaire de l'année 2021. Autre lieu, autre rencontre, et ce sont les militants du syndicat des greffiers du Burkina qui réajustent leur plan d'action pour 2021. À travers le 6e congrès, plusieurs actions sont envisagées. Il s'agit notamment du bilan du bureau sortant, de la désignation d'un nouveau bureau et de l'élaboration d'une plateforme revendicative. Le 6e congrès est aussi marqué par la tenue d'une conférence autour du thème du rôle des syndicats face à la remise en cause des acquis des travailleurs. Lassina Sawadogo et Abdelaziz Yagibou. Le syndicat des greffiers du Burkina SGB se donne les moyens pour apporter conséquemment sa contribution dans la lutte contre la remise en cause des acquis des travailleurs. À chaque militant, le syndicat met à profit son 6e congrès pour porter un message fort. L'engagement et le sacrifice dans l'endurance. Le rôle du militant, c'est l'engagement et nous pensons que c'est par l'engagement que nous pouvons tenir haut. Parce que le bureau ne sert à rien si derrière le bureau, il n'y a pas de militants engagés. Et pour que le message porte mieux, le bureau du syndicat a fait appel au secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina, Bassolma Bazié, pour une communication sur le thème « Les syndicats face à la remise en cause des acquis des travailleurs, posture et rôle du SGB ». Nos dévanciers, à travers beaucoup de larmes, de sueur et de sang, ont arraché beaucoup d'acquis pour le renforcement de l'état de droit et le renforcement de la démocratie dans notre pays. Nous tenons un flambeau qui a été dressé par les dévanciers et nous devrions, avec esprit de suite et esprit de sacrifice, tenir ça très haut. Nous ne nous inscrivons pas dans des actions d'éclat, nous nous inscrivons dans des actions de dureté. Le 6e congrès du syndicat des greffiers du Burkina va faire un bilan moral et financier de son bureau qui aura duré 5 ans avant d'installer un nouveau bureau pour un mandat de 2 ans. De 2016 à aujourd'hui, nous avons pu prendre plus d'une dizaine de décrets. Il y avait eu un reversement qui avait été mal fait. Nous avons pu reprendre le reversement. Il y a un certain nombre d'acquis, même au niveau textuel. Nous avons pu prendre en compte l'intérêt du greffier dans l'élaboration des textes. Donc nous partons avec une satisfaction. Les travaux seront aussi sanctionnés par une plateforme revendicative axée sur la préservation des acquis engrangés de haute lutte par les travailleurs. Décidément, du registre syndical, nous passons à celui de l'environnement. L'Alliance panafricaine pour la justice climatique appelle les grandes puissances à assumer leurs responsabilités face au changement climatique qui affecte l'Afrique, pourtant moins responsable. Prise de position exprimée au cours de la conférence des ministres de l'économie et des finances du continent tenue cette semaine en Éthiopie. Les actions de relance de l'économie devront donc prendre en compte l'environnement et les changements climatiques. Vincent Kenrebego de retour d'Addis. À Addis Abeba, des ministres africains des Finances se réunissent pour parler de relance économique suite à la pandémie du Covid-19. Juste à côté, PACJA, qui est l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, se réunit également pour donner de la voix.
Pour cette organisation de la société civile, regroupant plus de 1000 associations dans 48 pays d'Afrique, la crise sanitaire ne doit pas occulter la crise climatique. Le changement climatique impacte négativement plus l'Afrique que le Covid. Maintenant, pourquoi quand le corona est venu, on voit qu'il y a eu des actions fortes. Il y a eu beaucoup de mobilisation et tout le monde court derrière, alors que l'impact du changement climatique est réel. C'est pour cette raison qu'on a tenu cette réunion pour rappeler aux uns et aux autres que la crise de la maladie à coronavirus ne doit pas nous faire oublier nos objectifs aussi, parce que tous les deux sont urgents. Le dérèglement climatique a des conséquences désastreuses sur l'environnement. Inondations catastrophiques par-ci, sécheresse par-là. Et pour l'ONG PACJA, reconnue par les instances internationales, l'Afrique victime est pourtant moins responsable de cette situation que les pays industrialisés, lesquels doivent alors assumer leurs responsabilités. L'Alliance panafricaine pour la justice climatique travaille avec les communautés à la base pour porter leur voix, pour permettre que justice soit rendue. Parce que quand vous voyez en Afrique le changement climatique, on contribue très peu, mais on voit que les impacts sont assez énormes en Afrique. Donc l'Alliance panafricaine pour la justice climatique se bat pour qu'il y ait une justice dans la prise en compte de la question du changement climatique. L'industrie, les transports, l'énergie et l'agriculture, autant de secteurs d'activité qui doivent être soucieux de l'environnement, conformément aux accords de Paris sur le climat. Les médias sont alors mis à contribution pour sauver la planète du réchauffement climatique. Lui tient compte de la crise sanitaire pour réorienter son art avec pour objectif la sensibilisation. Siriki Dermé, sculpteur, modeleur, s'applique sur le bronze pour donner forme à son imagination. Sa dernière œuvre est visitée par Adama Guiti et Amadou Marcel Lato. Le coronavirus a sans doute eu raison de l'économie culturelle, mais pas l'esprit créatif des artistes. Le plasticien Siriki Dermé a su développer dans son atelier une forme de résilience basée sur la création et la réinvention de son art en lien avec la crise sanitaire. En témoigne cette œuvre. C'est pour sensibiliser, c'est pour que les hommes fassent attention, pour que les animaux ne prennent pas le dessus. Voilà. Parce que comme les animaux, ils ont déjà entendu qu'il y a une maladie en ville et qu'il y a quelqu'un qui a refusé de porter les cache-nez et tout ça. Et aussi, ils ont dit qu'ils ont des produits qu'ils vont amener et profiter de rendre visite à cette personne. Donc, ils sont venus trouver que c'était un chasseur couché. Voilà, et donc ils ont le produit avec eux, ils attendent maintenant discuter tous les trois pour pouvoir le soigner pour qu'il soit libre, parce qu'il y a déjà 7 seringues et que ça va pas, quoi. Bronzé depuis son bas âge, l'artiste ne manque jamais d'inspiration. Malgré la mévente, son talent lui permet de modeler toutes sortes d'objets. C'est la cire d'abeille que j'utilise pour mes modèles. Et après la cire, maintenant, c'est de l'argile et de crottin de cheval pour le moulage. Et après, c'est la fonte de bronze, quoi. Moi-même, j'ai peur de moi-même parce que c'est une naissance, c'est un don vraiment que j'ai. Et ça vient comme ça. C'est le rêve de l'artiste. C'est moi qui ai rêvé que je peux faire venir la pluie avec ça. Donc, j'ai une pièce que j'ai baptisée « J'attends la pluie ». Et je n'ai pas encore demandé un jour, mais je le demanderai un jour d'à côté et le demander voir si il y aura la pluie vraiment qui va tomber. Avec ses œuvres, Siriki Dermé contribue ainsi à la lutte contre le coronavirus avec l'espoir d'une reprise de l'activité économique autour de l'art. Ce qui lui permettra certainement de pouvoir écouler ses créations qui s'achètent déjà à 1 000 € la pièce depuis la France. Zoom également ce soir sur Charles Caboret, le capitaine de notre équipe nationale. 33 ans, 100 matchs au compteur en sélection nationale. Il faut le faire, de l'inédit pour un joueur burkinabé. Ce soir, la rédaction sportive a décidé de nous dresser son portrait. C'est avec Jean-Modeste Ouedraogo. 100 matchs joués et 4 buts, c'est un chiffre ce que Charles Caboret a réalisé en équipe nationale du Burkina Faso. Des chiffres assez éloquents qui font de lui le joueur le plus capé de l'histoire des étalons. Milieu de terrain de prédilection, Charles est né le 9 février 1988 à Bobo-Dioulasso, la capitale économique et sportive de Burkina Faso. C'est dans cette ville qu'il se découvre très tôt une passion pour le football.
Issu d'une famille modeste, il fait ses classes dans les rues de Bobo-Gulasso avant d'être repéré par Daouda Sanou Famoso, qui l'intègre dans le centre de football Ifama Truco. En 2004, il est convoqué en équipe nationale cadette, puis junior. À 18 ans, Charles Kaboré honore sa première sélection avec les étalons seniors grâce à Drissa Malo Traoré dit saboteur. Titularisé le 7 octobre face au Lion de la Teranga, Charles rayonne au milieu du terrain et le Sénégal de El Hadji Diouf tombe 1-0. Ce jour-là, les observateurs ont tous reconnu qu'une nouvelle étoile est née au Faso. Ainsi, débute donc une longue et riche carrière qui le conduit en France à Libourne Saint-Surin et à l'Olympique de Marseille le 20 décembre 2007. À Marseille, il passera 6 belles années couronné d'un titre de champion de France, 3 coupes de la Ligue et 2 trophées des champions. Puis, en 2013, l'histoire se termine avec Marseille. Il quitte la France et s'exile en Russie. Avec les étalons, Charles Kaboré a participé à l'écriture des plus belles pages de l'histoire du football burkinabé. Promu capitaine en 2013 par Paul Put, sous son leadership, le Burkina Faso termine vice-champion d'Afrique et médaille de bronze en 2017 au Gabon. Meneur d'hommes et très influent dans l'écurie, Charles Kaboré, du haut de son mètre 81, totalise 5 participations en Coupe d'Afrique des Nations de 2010 à 2017. Des performances qui lui ont valu la reconnaissance de la nation. En 2013, il est fait officier de l'ordre national et en 2017, il est élevé au grade de commandeur de l'ordre national. Charles Kaboré, qui était l'invité du 13h de ce jour, un entretien fort instructif avec Draman Dadian. Nous vous en proposons quelques extraits. Les éliminatoires du mondial Qatar 2022 commencent en juin. La CAN Cameroun, c'est en janvier 2022. Ça sera avec Charles Loupa. Bon, je suis là, j'ai fait une promesse au coach qui a voulu que je sois là pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Et là, on est qualifié, il reste un dernier match. Et lundi, qu'on doit tout faire pour avoir les 3 points et préparer les matchs qui viennent en fin mai, début juin. Maintenant, pour la Coupe du Monde, c'est une autre réflexion parce que avant ça, j'avais dit au coach que si c'était possible que je ne joue pas la Coupe du Monde. Mais bon, c'est le football et il y a des très très bons joueurs actuellement, beaucoup de qualité dans l'équipe avec ces jeunes qui sont là, qui sont promoteurs. Et je pense que même si je ne venais pas être là, il y a d'autres qui seront encore mieux et qui vont bien représenter le pays. Voilà, c'est avec Charles Kaboré que nous refermons l'édition de ce soir. Excellent week-end sur la RTB et à demain, Dieu voulant. Bonsoir.